Choisir un camp. Chapitre 6. Danger. Louise, 7 juin 1944. Nous sommes réveillés vers 5 heures du matin par des vociférations en anglais. Walter bondit hors de notre matelas et remonte de la cave 4 à 4, et je le suis de près. Bernard et mon père encadrent un soldat qui jure comme un charretier, et un autre GI qui s'exprime dans un très beau français les accompagne. Ils ont bien failli nous avoir, les salauds. Dites, Doc, vous avez encore de quoi soigner Mike? Il s'est pris une balle, vous ne devinerez jamais où. Je sens que Walter et moi n'allons pas tarder à le savoir. Je suis déjà en train d'installer le tonitruant soldat sur notre table d'intervention improvisée. Shit! Those jerks shot me in the ass. Fucking hell! It stings! Bunch of bastards! Je pouffe de rire, bien que le sang dégouline sur le pantalon de notre blessé, ce qui ne semble pas préoccuper ce dernier. I need a good slug of booze. Hey, sweetie, you wouldn't happen to have a bottle of scotch, would you? Il est clair que cet Américain n'a pas le même sens des priorités que Walter. Je l'observe du coin de l'œil, et je ne suis pas loin d'éclater de rire devant son air ahuri. Bernard, tu peux aller demander à Gustave s'il n'a pas du calva. Notre blessé a besoin d'un remontant. Il vaut mieux lui en donner si on veut qu'il se tienne tranquille. À tes ordres, Sorette. Une bonne rasade de calva plus tard, notre GI est un peu plus calme, et Walter peut enfin extraire la balle de son postérieur. Il a eu de la chance, elle n'a même pas touché le nerf sciatique. Notre Américain traité, Walter va voir les quelques soldats soignés la veille qui n'ont pas encore été évacués. Notre grand brûlé n'a pas survécu. Au moins, il ne souffre plus. Combien vont encore mourir, alliés comme allemands? Le calme étant revenu, je vais me reposer 1 heure ou 2. J'ai l'impression que je viens juste de m'allonger quand j'ouvre brièvement les yeux. C'est l'odeur du café ou bien tu m'as senti approcher? Demande Walter. C'est toi, évidemment. C'est la réponse que tu espérais, n'est-ce pas? Ironisai-je. Il s'allonge près de moi sans répondre et me caresse le visage avant de déposer un tendre baiser sur mes lèvres. « Quelle heure est-il » demandai-je encore ensommeillé. 9 heures passées. Déjà? Ça a l'air calme, je n'ai entendu aucun tir ou explosion. Je me redresse et regarde autour de moi pour constater que nous sommes seuls. Où sont tous les autres? Il pose un doigt sur mes lèvres et m'oblige à se rallonger près de moi. Je leur ai demandé de nous laisser seuls un moment. Tu sais que je t'aime, Louise. Et j'ai... Il ne termine pas sa phrase et laisse une de ses mains effleurer négligemment mon dos, ce qui déclenche en moi une vague de frissons. Je lis clairement le désir dans ses yeux, et les miens lui laissent entendre que j'ai compris ses intentions. « Tu es sûr ?» bredouillai-je. Tout mon corps le réclame aussi, et le sien le manifeste sans équivoque. Cependant, j'hésite. « Walter, mon amour, il y a quelque chose que tu dois savoir. » L'air sérieux que j'affiche l'inquiète. J'ai eu une courte liaison il y a 5 ans. Nous nous connaissions depuis notre enfance. Jean était le fils du notaire de notre village. À l'adolescence, notre amitié d'enfance s'est muée en autre chose, et nous avons flirté. Lorsque je suis partie à Caen pour mes études d'infirmière, puis quand j'ai pris mon poste à Valognes à l'été 1939, je ne revenais à Sainte-Mère que lors des périodes de congé. À force de nous voir ensemble, lorsque je séjournais chez mes parents, les gens du village pensaient que nous finirions par nous marier. Nous n'étions cependant même pas fiancés. Et puis, il y a eu la déclaration de guerre en septembre 1939. J'étais amoureuse de lui, lui aussi, lorsqu'il m'a annoncé au printemps 1940 qu'il allait être mobilisé. Je lui ai cédé. Walter est allongé sur le flanc, accoudé près de moi, la tête sur sa main. Toute son attention est focalisée sur moi alors que je lui raconte mon histoire. Son regard est ancré dans le mien, et je sens les larmes monter. Je suis certaine de lui faire de la peine. « Et tu l'aimes encore ?» demande-t-il d'une voix rauque, comme si sa gorge était nouée. Je le sens trembler lorsque je saisis sa main libre,
et entrelace mes doigts avec les siens. Non, Walter, tu es le seul que j'aime. Jean est mort en juin 1940. Je l'ai pleuré sincèrement, comme on le fait pour un ami, car je m'étais vite rendu compte que j'avais fait une énorme bêtise lorsque j'avais appris, juste avant sa mort, que je n'étais pas la seule femme dans sa vie. En outre, il avait eu un enfant. Bien sûr, à l'époque, je m'étais sentie trahie. Heureusement, la seule fois où j'avais couché avec lui n'avait pas donné lieu à une grossesse. D'ailleurs, ça ne s'était pas très bien passé. Ce que je pensais être de l'amour est très loin de ce que j'ai ressenti pour toi lorsque j'ai fait ta connaissance. Je me réfugie dans ses bras en lui demandant pardon. Mon aveu a dû le blesser, et ça, je ne peux le supporter. Je n'ai rien à te pardonner, Louise. Nous avons eu chacun une vie avant de nous rencontrer. Nous avons aimé tous les deux, et tous les deux perdu quelqu'un. J'aurais dû te dire tout ça plus tôt, Walter. Tu ne peux imaginer ce que j'ai ressenti et pensé lorsque j'ai vu la photo de ta femme et de tes enfants. Tu étais mariée, mais j'étais amoureuse, et je voyais que je ne te laissais pas indifférent. Je crois que si tu m'avais demandé d'être ta maîtresse, j'aurais dit oui, sans hésiter. Quand tu m'as dit que Elke et tes enfants étaient morts, j'ai eu honte, car au fond de moi, j'ai pensé que tu étais libre de m'aimer. Et puis, je t'ai vu si malheureux que je n'ai songé qu'à t'aider, peu importait qu'il ne se passe rien de sexuel entre nous. J'étais déterminée à me contenter d'une amitié amoureuse. Voilà, tu sais tout. Et peut-être que maintenant, tu ne voudras plus de moi. Cet homme me fait littéralement fondre. Il m'attire comme un aimant. Je ne veux pas le perdre. Comment peux-tu imaginer que je ne veuille pas de toi? Je suis littéralement fou de toi. Mon amour pour Elke était sincère, mais l'intensité de ce que je ressens pour toi dépasse tout ce que j'ai connu auparavant. Walter, non seulement il y a ton passé, mais aussi tout ce qui se dit à l'étranger sur les femmes françaises, autant chez les tiens que chez les Américains. L'image de femmes faciles, volages. Je t'aime, et je ne veux pas que tu t'imagines que je suis comme ça. Ce n'est pas moi. Il m'attire à lui pour un baiser dont il a bien du mal à maîtriser l'ardeur. Ma réponse n'est pas moins passionnée. Nos langues se cherchent et se cajolent, nous laissant pantelants. Louise, non seulement je veux encore de toi, mais je ne veux que toi. Je t'ai promis hier que je ne t'abandonnerai jamais. Tout ce que nous avons vécu avant de nous rencontrer appartient au passé. Je veux tourner la page de cette partie de ma vie et écrire de nouveaux chapitres. Avec toi, si tu es d'accord. Et j'ai envie de toi, mon amour. Joignant le geste à la parole, il déboutonne ma robe jusqu'à la taille. Si une de ses mains glisse dans mon soutien-gorge pour titiller un sein dont le mamelon durcit aussitôt, l'autre remonte le long de mes cuisses. Je ne résiste pas à ses baisers et à ses caresses. Bien au contraire, je le débarrasse de sa chemise en 2 temps 3 mouvements. Le contact de nos 2 peaux nous électrise et nous nous laissons emporter par notre passion. Près d'1 heure plus tard, nous rejoignons tous les autres. « Alors la marmotte, bien dormie ?» lance Bernard Goguenard. Je suis sûr qu'il a deviné ce que nous venons de faire, Walter et moi. Peu importe, il croit que nous le faisons depuis longtemps. Pour éviter les interrogations des uns et des autres, je demande à mon père où en sont les Américains. Il paraît qu'ils ont installé un hôpital de campagne au château de Colombières, à Yéville. La majeure partie de la compagnie est arrivée depuis 17 heures hier soir. Mais il en manque encore à l'appel, car ils étaient répartis entre les avions, les barges de débarquement et les planeurs. Dès qu'ils seront opérationnels, vous serez plus tranquille. Nous profitons du calme relatif de cette journée, seulement troublés par le passage incessant de véhicules militaires, pour entreprendre une opération nettoyage de la maison. Nous l'avions grossièrement débarrassée des gravats hier matin. Mais ensuite, l'afflux de blessés ne nous avait pas permis d'aller plus loin.
Nous redressons le vaisselier qui est en piteux état. De toute manière, il ne reste plus beaucoup de vaisselle à y ranger. Beaucoup de carreaux manquent aux fenêtres. Après cela, nous aurions tous besoin d'un bon bain, mais nous devons nous contenter des brocs d'eau tirés à la pompe et d'une cuvette. Les postes de surveillance établis par le lieutenant Windisch et le capitaine McKee sont maintenus, car nous ne sommes pas à l'abri de tireurs isolés. Je ne suis pas très rassurée, mais blottie dans les bras de Walter, je m'endors rapidement. Louise, 14 juin 1944. L'hôpital de campagne est devenu vraiment opérationnel le 9 juin. Mais malheureusement, ce même jour, vers 22 heures, un avion allemand a lancé une attaque malgré la grande Croix-Rouge disposée dans la cour, très visible. Une bombe est tombée dans la cour, faisant environ 80 morts, dont 15 chirurgiens. Une autre bombe est tombée à 50 mètres de la première, faisant aussi plusieurs morts, dont des prisonniers allemands. Le surlendemain, 2 nouvelles unités médicales, la 91e et la 128e, se sont installées dans l'allée qui conduit à la ferme de Yéville. Quant à la progression des Américains, elle se poursuit avec la prise de Saint-Côme-du-Mont le 10 et de Carentan le 12 par la 101e Airborne, qui a repoussé toutes les contre-attaques allemandes. Après de durs combats, les 2 têtes de ponts américaines, celle de Utah et celle d'Omaha, n'en forment plus qu'une aujourd'hui, 14 juin. Mais la Normandie est loin d'être totalement libérée et nous sommes toujours en danger. Après le déjeuner, je viens m'installer à côté de Walter, sur le vieux divan qui a résisté au bombardement. Finalement, je trouve que c'est trop calme, dis-je soudain. Être occupé à soigner tous ces blessés et m'éviter de ressasser. Je ne supporte pas d'être inactive. Ça, j'avais remarqué, me taquine-t-il. C'est sans doute pour cela que tu m'as entraîné dans des travaux supplémentaires, déjà à Valogne. Tu ne t'es pas trop fait prier. Je te rappelle que la première fois, en janvier, c'est toi qui as proposé tes services. Exact, admet-il en se rapprochant de moi pour me serrer contre lui. J'ai été égoïste en t'entraînant dans tout ça, insistai-je. Sans moi, tu n'aurais pas été soupçonné par la Gestapo. Disons que tu as accéléré le processus. Tôt ou tard, j'aurais de moi-même soigné des résistants ou des aviateurs, que sais-je encore. Et égoïstement, quand tu es venu me chercher après notre première collaboration pour opérer Bernard, je n'ai pas hésité une seconde, parce que cela me permettait d'être avec toi. Donc, tu veux dire qu'il faut que j'arrête de me tracasser à ce sujet? En effet, c'est une excellente idée, conclut-il. Je m'accroche à son cou et je me perds dans le gris bleu de ses yeux. J'ai encore du mal à réaliser que cet homme dont un seul regard me désarme et affole mon cœur est mien. Je suis certaine que je ne pourrai plus vivre sans lui, qu'il est une partie de moi. J'ai envie de lui dire tout ce que je ressens, mais au lieu de cela, je me jette sur lui pour l'embrasser fougueusement. Je me retrouve sur lui qui est allongé de tout son long sur le divan. C'est ce moment que choisit mon père pour entrer dans le salon, nous surprenant dans une position embarrassante. Je ne sais pas lequel de nous trois est le plus gêné. Walter et moi nous redressons précipitamment. Pour être seuls, nous nous permettons une courte promenade pour aller observer la plage, dont les navires de guerre s'approchent désormais plus pour faire émerger de leurs entrailles véhicules en tout genre. Jeeps, camions, chars. De longs pontons de bois allant de la plage vers la mer permettent le déchargement de matériel. Un grand campement a aussi été installé sur le sable. Si la pluie du jour du débarquement n'est plus qu'un souvenir, les températures restent fraîches pour un mois de juin. J'ai laissé mes cheveux libres et le vent les fait voler dans tous les sens et me fait frissonner. Walter me serre contre lui pour me réchauffer. « J'aimerais rentrer chez moi, dis-je soudain. Nous pourrions au moins avoir un endroit rien que pour nous, sans nous faire surprendre par qui que ce soit. Personne ne sait où est Émile. Tant qu'il est vivant, tu es en danger, mon amour. Ton père ne veut pas courir de risques, et moi non plus. Ceci dit, si les Américains contrôlent toute la zone, lui et ses copains miliciens ne peuvent être que dans un secteur occupé par les divisions allemandes. Rentrons, nous devons en discuter avec tes parents. De plus, tu es frigorifié. Nous nous hâtons de regagner la ferme. Un bol d'infusion me fera du bien, car, en effet, je suis gelée. Cependant, je connais un meilleur moyen de me réchauffer.
mais je devrais attendre le soir. Dès que nous arrivons à la ferme, Walter m'accompagne dans notre recoin de cave où je vais récupérer un gilet. Au moment où nous remontons au rez-de-chaussée, une Jeep américaine tourne dans la cour. Cela n'a rien d'exceptionnel. Nous hâtons le pas pour rejoindre les autres. Mon père et Gustave sont déjà sur le pas de la porte, certainement dans le même but que nous. Il s'agit du lieutenant Windisch, mais il n'est pas seul avec le chauffeur. Il nous présente l'officier qui l'accompagne, le capitaine Lewis Nixon, officier de renseignement du 2e bataillon du 506e régiment de parachutistes. Ce dernier souhaite parler à papa, mais aussi aux autres membres du groupe, moi et Walter compris. Je pense que vous vous rappelez ces jeunes soldats massacrés par un bataillon de Géorgiens dont vous m'aviez dit que c'étaient des fous furieux, dit Windisch. Oui, en effet, répond mon père. Des gars du 3e bataillon de la 502e, commandé par le lieutenant-colonel Cole, ont fait une trentaine de prisonniers de ce bataillon géorgien pour la plupart, et quelques Allemands dans une ferme au carrefour de la Vierge. Pas de bol. Ces gars de la 502e étaient justement ceux qui avaient découvert les corps mutilés de leurs camarades. Ils les ont vengés. Ils ont fusillé ces pourritures. Mais ça, ce sera l'affaire de la police militaire, l'interrompt le capitaine Nixon. Le lieutenant Cole a retrouvé des documents au château de Turqueville où cette Ostbataillon avait ses quartiers. Certains d'entre vous sont activement recherchés par la Gestapo et la milice. Walter me regarde. Aucune surprise, nous nous en doutions, d'où notre séjour à distance de Sainte-Mère-Église, puis ici. Est-ce que le nom d'Élisa de Plainval vous dit quelque chose ? Ajoute-t-il. Oui, dis-je, de nom. La famille de la vicomtesse de Plainval avait un château, le château de la Ramée à Bricbec, pas très loin de Valognes où je travaillais. C'est la femme du vicomte Lefebvre de Plainval. Je me rappelle qu'elle avait été chargée par la Croix-Rouge d'organiser une équipe d'ambulancières à Cherbourg pour le compte de la défense passive. Le vicomte est secrétaire général de la Société des automobiles La Licorne. Lui et sa femme sont des collabos notoires. C'est le moins qu'on puisse dire, précise mon père. Scorpius la connaissait bien, puisqu'il était ambulancier pour la défense passive. La vicomtesse, du fait de ses fonctions, rencontrait fréquemment des officiers allemands, et en particulier le capitaine Haberla, adjoint du Kreiskommandant et membre de la Gestapo. Elle lui fournit régulièrement des informations. Son mari et elle, surtout elle, n'hésitent pas à dénoncer ceux qui les gênent, ou pour se venger. Et elle s'en vante, paraît-il. Scorpius m'avait dit qu'elle n'avait pas digéré d'avoir été radiée de la Croix-Rouge par le préfet. C'est pour ça qu'elle l'a dénoncé en 1943. Lui et quelques autres. Et Marie-Louise Guéret, alias Marilou, demande le capitaine. Elle, c'était une infirmière bénévole à la défense passive, une bonne copine de la vicomtesse, poursuit papa. Elle ne faisait pas que ça d'ailleurs. Elle se prostituait également avec des officiers allemands et des personnalités cherbourgeoises. C'était même son gagne-pain. Eh bien, monsieur Drouin, il semblerait que la vicomtesse ait une dent contre vous, car elle vous avait dénoncé auprès de la Gestapo, d'après l'un des documents que nous avons trouvés à Turqueville dans les papiers d'un des officiers qui a été tué. Vous et d'autres. Peut-être étiez-vous un ami de l'un de ces hommes qu'elle avait déjà dénoncé ? C'est possible. Vous n'ignorez sans doute pas que j'appartiens au réseau Century et que j'ai fourni des renseignements via ce réseau, mais aussi par le réseau Alliance. En effet, les renseignements collectés par le réseau Century dirigé par le colonel Persson ont permis d'établir le plan des fortifications côtières de la Manche. C'est d'ailleurs à partir de ce plan que les Alliés ont choisi le lieu du débarquement en Normandie. Et à propos du réseau Alliance, les noms des docteurs Jacques Mélin, Georges Ardouin ou encore du docteur Lemierre, vétérinaire comme vous, doivent vous dire quelque chose. En effet, Lemierre était un de mes amis et un confrère. Pour la vicomtesse, les amis de ses ennemis sont ses ennemis, argumente le capitaine. Mais vous n'êtes pas le seul. Votre fille et le docteur Scheller sont eux aussi activement recherchés. Je devrais plutôt dire Major Scheller,
Oberstadt-Arzt à l'hôpital de Valognes, où mademoiselle Louise Drouin exerçait aussi comme infirmière. En fait, c'est vous, docteur, qui avez été dénoncé par la fameuse Marilou. Mon amoureux a l'air si stupéfait que le capitaine ébauche un sourire. Je n'ai jamais rencontré cette personne, avance Walter. Vous non, mais un de vos confrères, oui. C'est une prostituée et apparemment elle a reçu des confidences sur l'oreiller. Il devait ignorer qu'elle collaborait avec la Gestapo. Cependant, il lui a confié que son collègue, médecin-chef à Valognes, était très attiré par une jolie infirmière qui le menait par le bout du nez au point de soigner des résistants en douce, et même un aviateur américain qu'il avait caché dans son service. Je me sens pâlir et je prends la main de Walter que je serre avec force. Croyez que je ne regrette rien de ce que j'ai fait, réagit mon amant. Même si Louise ne m'avait pas sollicité, ce serait arrivé tôt ou tard. J'ai l'habitude de soigner ceux qui ont besoin de mes soins. Certes, j'ai soigné plus d'Allemands puisque j'avais été incorporé dans la Wehrmacht, mais sur le terrain, au fur et à mesure de mes affectations, j'ai soigné aussi des Polonais, des Russes ou des Ukrainiens. Je suis allemand, mais avant tout médecin, et certainement pas nazi. Nous n'en doutons pas, docteur, intervient le capitaine. Quoi qu'il en soit, faire tomber un maillot de la Wehrmacht qui trahit son camp, quelle joie pour Marie-Louise Guéret et la vicomtesse. Quant au nom de mademoiselle Drouin, il a été découvert quand la Gestapo est venue vous arrêter à l'hôpital et qu'ils ne vous ont trouvé ni l'un ni l'autre. Mais mademoiselle Drouin a un autre ennemi qui a aussi madame Annabella Drouin en ligne de mire. Et manifestement, cet ennemi en fait une affaire personnelle. Je crois savoir de qui il s'agit, déclare ma mère. Vous voulez parler d'Émile Lecoq? Et maman explique que ce type fait partie de la milice et qu'il l'a agressé il y a 3 semaines, car il me cherchait. Il fait une fixation sur elle depuis l'adolescence, précise-t-elle. C'est un gars originaire de Sainte-Mère-Église. Lui, Charles Andrieux, Jean Feutry et Bernard Lemal, ici présents, allaient dans la même école que Louise. Gamins, ils jouaient tous ensemble. Ils se retrouvaient généralement sur la plage. Louise était un vrai garçon manqué, mais en grandissant, Émile, qui était le plus âgé et le chef de groupe, a voulu passer à d'autres jeux. Lorsqu'il m'a agressé récemment, j'ai réussi à m'échapper en lui enfonçant une paire de ciseaux dans l'abdomen. L'officier opine du chef avec une grimace. Il paraît bien renseigné. En même temps, c'est son boulot. Ce qui explique qu'il vous en veuille aussi. En attendant, les services de police allemands ne vont certainement pas rester dans leur bureau de Saint-Lô, puisque la ville est sévèrement bombardée. Qui plus est, la prison a été détruite par le raid aérien du 6 au 7 juin dernier. Ils vont certainement se réfugier plus au sud, entraînant leurs mercenaires français qui exécutent leurs basses œuvres, comme ce Lecoq. Quant à la Kreiskommandantur de Cherbourg, elle est toujours en place. La ville est notre objectif principal, mais nous n'y sommes pas encore. Il nous fait comprendre que même si la zone où nous nous trouvons est contrôlée par l'armée américaine, nous ne sommes pas à l'abri d'éléments dispersés des services de la milice ou de la SD. Évidemment, nous le savons. C'est même pour cette raison que nous avons quitté la ferme d'Ecocknéoville, trop proche de mon village natal. Un dernier point. Est-ce que vous savez qui est le Feldwebel-Junger, qui se fait appeler Dufour? Oui, il a organisé le SD à Cherbourg en 1942, dit mon père. Depuis le début de l'année, il est à Saint-Lô. J'imagine que Lecoq travaille pour lui. En effet, il est l'un de ses informateurs, mais Lecoq s'était aussi apparemment accoquiné avec un officier de la commandantur de Valognes, avec lequel il avait monté un trafic assez juteux que les actions de la résistance ont fortement perturbé. Le Hauptmann Räuber, que vous connaissez peut-être, docteur. Je l'ai côtoyé quelquefois lorsque j'étais à Valognes et que je logeais au château de Chiffrevaste, comme la plupart des officiers. Un personnage très arrogant, imbu de sa personne. Inutile de vous dire que je ne l'appréciais pas vraiment. D'ailleurs, je ne me sentais pas vraiment à l'aise dans ce château. Je préférais dormir dans mon bureau à l'hôpital. Ce Hauptmann Räuber ne faisait pas partie des fusillés de Turqueville. Nous pensons qu'il est toujours à Valognes, sans aucune certitude. Moi qui pensais pouvoir sortir de la cave définitivement
et pouvoir rentrer à Sainte-Mère, je vois mes espoirs s'envoler. Que Sainte-Mère-Église, Sainte-Marie-du-Mont et les villages proches soient libérés ne change rien à notre affaire. Plus question de se réjouir de la libération ou de faire des projets. Non seulement mes parents, Walter et moi, sommes en danger, mais aussi Bernard et Bizet, si la Gestapo et la milice font le lien avec mon père, ainsi que Charles qui a aidé ma mère. Qu'ils mettent la main sur l'un d'entre nous et nous pouvons trahir d'autres personnes sous la torture. Nous devons sauver notre peau. John ne fait que confirmer mes pensées. Nous ne pouvons aller très loin. La région est à feu et à sang. Peu importe où nous irons, la Gestapo ne lâchera pas. Et si j'ai bien compris, Émile est un prédateur, déclare Walter. Tu as raison, Walter, intervient mon père. D'autant qu'Émile était en cheville avec Henri Lanier, commissaire principal aux renseignements généraux à Saint-Lô, dépendant de la brigade antiterroriste de Rouen. Il a participé au démantèlement de groupes de résistants livrés aux nazis. Une chance, Lanier a été nommé à Nancy en début d'année. Mais à Cherbourg, il reste ses comparses, les commissaires Ponceau et de Marty. Papa ajoute qu'Émile connaît aussi très bien Albert Lenourry, alias Otto, un agent très actif de la Gestapo. Mais il agit plutôt dans le sud-ouest du département, et c'est avant tout un opportuniste, qui, à son avis, ne restera pas longtemps dans la région. Émile n'est pas bête. Il a certainement compris que la guerre était perdue pour l'Allemagne. Ce qu'il a dit à Annabella montre qu'il sait qu'il n'aura jamais Louise, donc il n'a plus rien à perdre et veut embarquer dans sa chute le plus de personnes possible. Bizet propose de nous séparer afin de rendre les recherches plus difficiles pour nos poursuivants. Mon père approuve, car la méthode pour chasser les résistants et les maquisards est presque toujours identique. Dans un premier temps, les auxiliaires français des Allemands recueillent les renseignements nécessaires. Ensuite, le SD prend en main l'opération avec l'appui des gestapistes français, de détachements de feldgendarmerie, parfois de troupes de la Wehrmacht ou de la SS présentes dans la région. Mais Walter refuse que nous soyons séparés, rejoint par Bernard, qui ne veut pas quitter sa petite sœur non plus. Ma mère ne pipe mot, mais a l'air de se satisfaire d'une répartition où elle reste avec mon père. Elle sait que mes deux hommes vont être pendus à mes basques en permanence. John nous affirme que depuis hier soir, 40 ans est définitivement hors de portée des Allemands, malgré des tirs d'artillerie irréguliers qui vont peut-être durer encore quelques jours. Ça, c'est ce qu'il croit, mais je suis Baudor qu'il doit y avoir encore des tireurs isolés. Mon père argue que ce serait sans doute plus facile de se cacher là-bas. La ville n'est pas très grande, mais il y a 10 fois plus d'habitants qu'à Sainte-Mère, et tout le monde ne s'y connaît pas comme dans notre petit village ou ici. En outre, il a 2 ou 3 adresses de gens de confiance où nous cacher, en espérant que ces personnes aient survécu ou n'aient pas fui. « Quand devons-nous partir » demandai-je anxieuse. Mon père explique qu'il va falloir un peu de temps pour s'organiser, entre 3 jours et 1 semaine. Tout dépendra de l'évolution de l'élargissement de la tête de pont des Alliés. Je vois bien qu'il ne me dit pas tout. John est désolé que nous soyons obligés de partir et nous indique qu'il va demander à quelques-uns de ses gars d'assurer la sécurité de la ferme et de ses habitants. Je traîne les pieds pour descendre à la cave avec ma mère, Walter et Bernard. Bizet et papa sortent pour se rendre à Saint-Côme-du-Mont. Je somnole dans les bras de Walter que Bernard a branché sur les véhicules militaires américains. Une discussion d'un ennui sans nom, à mon avis. Lorsque mon père revient avec Bizet, il nous expose le plan. Il faudra au moins 2 ou 3 jours pour préparer notre disparition. Et nous devons changer d'identité, de profession, que nous garderons le temps que ceux qui sont à nos trousses soient neutralisés. Je me retrouve avec un mari et un frère, et ma mère avec un frère et un cousin. Je m'appelle maintenant Justine, mariée à Walter devenu Pierre Renaud, et Bernard est devenu Louis Couturier. Je range nos nouveaux papiers dans les sacs que nous emmènerons, Walter et moi. « Tu as l'air enchanté de te retrouver avec un mari et un grand frère, se moque Bernard. Il lit vraiment dans mes pensées, comme ma mère d'ailleurs. Allez, avoue que tu en rêvais, non ? Fiche-moi la paix, Bernard, j'ai envie de dormir. Raconte ça à d'autres. Tu as d'autres intentions avec ton nouveau mari, me lance-t-il avant de se faufiler pour éviter une de mes chaussures qui vole dans sa direction.
Assise sur le matelas que je partage avec Walter, je dénoue les tresses de mes cheveux. Je sens les doigts de mon amoureux effleurer mon visage avant qu'il me soulève le menton. « Tu es magnifique, me murmure-t-il d'une voix rauque. J'ancre mon regard dans ses yeux gris, dont la couleur varie du gris foncé au gris bleu, en passant par le gris vert, voire presque noisette, selon la lumière ou selon ses émotions. Et ce soir, ils me paraissent gris foncé, signe d'une émotion intense. J'en reste muette, et je ne parviens qu'à l'attirer à moi pour plaquer mes lèvres sur les siennes. Louise. Sa voix est chuchotée, pour ne pas être entendue des autres, mais son timbre de voix est légèrement éraillé. Son visage touche presque le mien, et il paraît extrêmement troublé. C'est la première fois que je le vois aussi tendu. Je n'ai jamais désiré une femme comme je te désire. Pendant un long moment, j'ai lutté contre mes sentiments, à cause de mon deuil et de notre différence d'âge. Mais aujourd'hui, il laisse sa phrase en suspens et se met à m'embrasser fougueusement, presque violemment, comme s'il avait peur de me perdre. Il se colle à moi. Je t'aime, Louise. Je te veux à mes côtés pour le reste de ma vie. Gustave fait irruption dans la cave en criant, interrompant les aveux de Walter. Vous devez partir, vite. Des miliciens ont été repérés à Neuville-au-Plain, et parmi eux, il y avait apparemment Lecoq. Nos sacs sont heureusement prêts, avec quelques affaires personnelles, ainsi que nos trousses médicales. Papa voulait que nous puissions parer à toute éventualité, à n'importe quel moment. Maman a juste le temps de me serrer brièvement dans ses bras. Je la sens un peu fébrile, et je ne le suis pas moins. Soyez prudent, me dit-elle tout bas. Et je quitte la ferme, la main dans celle de Walter, et suivie de Bernard. Nous avons une dizaine de kilomètres à parcourir à pied pour arriver à 40 ans.